Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur l'affaire de triche encore que supposée de Hans Niemann et en particulier sur la genèse et les conséquences de ma dernière vidéo. Je vais vous expliquer comment j'ai obtenu la data que je vous ai présentée et pourquoi les systèmes de détection de triche habituels n'avaient rien relevé de bizarre. On parlera ensuite des conséquences de ma vidéo et enfin on abordera les méthodes de triche en présentiel, tout un programme. Alors, ça fait plusieurs vidéos que je vous parle de cette affaire et en fait tout a commencé avec cette vidéo intitulée À 19 ans, le nouveau Bobby Fischer bat Magnus Carlsen. C'est vrai que j'étais hyper enthousiaste pour ce jeune joueur Hans Niemann après sa victoire incroyable contre Magnus Carlsen. Il domine totalement Magnus, a été pièce noire sur son terrain, le jeu positionnel. Et donc j'étais hyper contente de faire une vidéo sur ce prodige que je connaissais de nom, mais très peu. Quelle ne fut pas ma surprise et ma déception le lendemain quand j'ai vu le tweet laconique de Magnus Carlsen annonçant l'arrêt de son tournoi. Et ma première réaction a été celle-ci, d'annoncer par un tweet: je viens de publier une vidéo en français sur ma chaîne YouTube intitulée À 19 ans, le nouveau Bobby Fischer bat Magnus Carlsen. Je me sens tellement dégoûté et déprimé. Parce qu'évidemment, il n'y avait qu'une seule explication au tweet de Magnus que, comme tout le monde, j'avais compris. Et donc, j'ai fait une vidéo dans laquelle je parle de la réaction de Magnus Carlsen et donc j'émets des énormes doutes. À ce moment-là, mon approche en bonne bayésienne, celles et ceux qui me suivent connaissent mon approche basée sur le doute. Je dois bien l'avouer que j'étais largement en faveur de Magnus Carlsen. Champion du monde d'échecs, il sait de quoi il parle, il est connu pour être un peu plus intègre et simplement je lui fais confiance entre les deux faits possibles. Hans a triché ou Magnus accuse un innocent. Il y avait un des deux qui me paraissait largement plus probable. Ça a changé pour moi quand Hans a donné son interview. Voilà quelle était ma première réaction après l'interview de Hans. J'ai dit, si Hans est coupable et qu'il arrive à transmettre en interview autant d'émotions qui sonnent justes, alors il est plus fou et plus génial comme méchant que Moriarty et un meilleur acteur que Andrew Scott, donc en référence à Moriarty joué par Andrew Scott dans la série Sherlock. Donc clairement, j'accordais beaucoup de crédit à Hans. Son interview m'avait ému et je le pensais très sincère. Et donc du coup, j'étais partagé. Je n'avais pas du tout totalement innocenté Hans dans ma tête, mais si j'avais dû prendre un pari à 1 contre 1, j'aurais parié sur l'innocence de Hans et donc le fait que Magnus Carlsen ait accusé un innocent. Et donc j'en ai parlé dans ma vidéo, puis plus grand chose. Et je m'étais un peu déconnecté de cette affaire de triche supposée, en tout cas des accusations. Ça m'a permis de parler d'échecs, pardon, je suis fatigué, jusqu'à ce que en soirée avec des joueurs et des joueuses plus forts et plus fortes que moi, euh, on me fasse part d'énormes doutes sur certaines parties. Donc là, le doute s'est à nouveau installé, notamment la partie contre Mishra, et c'est celle que j'ai analysée. C'était jeudi et vendredi dans cette vidéo. Retour sur la saga Magnus Carlsen versus Hans Niemann. Donc à ce moment-là, j'étais à nouveau plus en faveur de la culpabilité de Hans, mais il n'y avait pas non plus aucune certitude, loin s'en faut. C'est à cette période que Magnus a parlé de Maxime Blugy, et donc j'en ai profité pour expliquer au monde échiquéen qui était Maxime Blugy, parce que c'était connu dans le cercle, on va dire, le cercle au sens large, mais c'était quand même assez connu, c'était pas une info secrète, mais si on n'était pas dans le monde des échecs depuis longtemps, personne ne savait que le grand maître Maxime Blugy, qui est très fort
sans tricher, avait été condamné pour triche 2 fois. Donc, ce que j'avais dévoilé dans ce tweet. Et on était là. Donc je commençais à être vraiment persuadé de la culpabilité de Hans, mais aucune certitude et aucune data. Jusqu'à ce que une de mes amies proches m'envoie un message pour me demander si j'avais vu ce tweet d'un certain @gambinman14 qui renvoie vers un document Google Sheets rempli de nombres. Bon, on avait compris que c'était en rapport avec PGN Spy, donc un logiciel de détection de triche qui était notamment celui utilisé dans sa vidéo par l'Ukrainien Pronin, qui avait fait une vidéo assez populaire dessus. Mais le travail semblait bien plus sérieux que tout ce qu'on avait vu auparavant. Donc, on l'a un peu amélioré en rajoutant moyenne, minimum et maximum. Donc, en gros, ce qu'a fait ce @gambinman14, que je vous conseille vraiment de follow sur Twitter, c'est bon, on pourra en reparler, mais donc c'est lui le spécialiste mondial de la triche, enfin de la détection de la triche surtout. Et je pense que franchement, je pense qu'il devrait être à la tête d'une commission à la FIDE, mais il est anonyme déjà, et c'est un geek, un nerd qui travaille tout seul dans son coin. Et s'il faut lui reconnaître un défaut, il ne sait pas forcément communiquer au mieux ses résultats. Donc bref, on avait ce tableau, on a rajouté moyenne, etc. Et en gros, qu'est-ce que ça donne? Ça compare Hans Niemann, qu'il a séparé en deux. Tout d'abord, Hans Niemann 2, c'est les parties entre le 14 novembre 2019 et le 1er juillet 2021. Et en 1, les parties jouées par Hans Niemann depuis le 1er juillet 2021. Et il les compare, les résultats de PGN Spy, avec tous les plus de 2700 sur cette période. Donc là, on voit, il y a tout ça, c'est des grands joueurs à plus de 2700, en tout cas, qui ont eu plus de 2700 dans cette période. Et notre cher Gambitman 14 a passé toute leur partie au crible de PGN Spy et a compilé les résultats dans ce tableur, dont évidemment je vous mets le lien dans la description. Vous pouvez y accéder. Et donc, qu'est-ce que ça nous donne si on s'attarde un peu sur les chiffres? Donc ça, c'est le nombre de parties pour chaque joueur. Ça, c'est le nombre de positions sur lesquelles PGN Spy a travaillé pour l'ensemble des parties du joueur. T1, c'est-à-dire c'est le nombre de premiers coups. T2, le nombre de coups qui sont dans les 2 premiers coups du module. T3, le nombre de coups qui sont dans les 3 premiers coups du module. Ça, c'est le nombre de coups qui perdent à 0 centipion. C'est forcément un peu plus élevé que le nombre de premiers coups du module, parce que parfois il y a plusieurs coups qui ne perdent pas de centipion. Donc centipion, c'est 0,01. Quand on parle de plus 1, c'est comme plus 1 pion. 1 centipion, c'est donc 0,01. C'est un moyen d'évaluer une position. Je pense que tout le monde connaît, si vous avez déjà vu une évaluation donnée par un module d'échec en mode plus 1,32, c'est plus 132 centipions. Et donc on évalue les mauvais coups en centipions perdus comparé à l'ordinateur. Si la position c'est plus 1,32 que vous êtes gagnant d'après l'ordinateur, mais que vous jouez un coup après quoi c'est égal 0,0, vous avez perdu 132 centipions. Et donc ça c'est le nombre de coups à 0 pile, ça c'est le nombre de coups donc supérieur à 0, supérieur à 10 centipions perdus, etc. etc. Bon, vous pouvez regarder si vous êtes aussi intéressé que moi par ces chiffres, mais en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que Hans, même sur la période 2019-2021, à l'époque où il était censé être moins de 2500, avait commetté aussi peu d'erreurs, c'est-à-dire il jouait autant de premiers coups du module que cette moyenne donc, de joueurs à plus de 2700. Donc en gros, en termes de nombre de premiers coups de l'ordi, il jouait même plus de premiers coups de l'ordinateur que
on va dire le joueur à 2750 moyen, quoi. Donc c'était forcément un peu bizarre, mais pas non plus trop suspect. En particulier si on regarde les autres chiffres, et notamment la moyenne de centipions perdus par coup, on semblait être tout à fait dans le range normal, dans la zone attendue par un joueur aussi fort, aussi prometteur et aussi en progression. Donc samedi en début de soirée, j'ai posé la question est-ce que cette data a de la valeur, je ne sais vraiment pas, etc. Bon, et autant vous dire que ce tweet a eu aucun succès, je partage le tableau que j'avais un peu modifié, et puis bon, personne ne l'a lu. Mais du coup, avec mon ami, on s'est dit, mais quand même, ce Adgambitman 14, il a l'air sérieux. Et on est tombé sur cette autre tweet, donc c'était deux tweets en réponse à un tweet de Boris Avro bon, que personne n'avait lu. Et c'est avec un autre lien vers l'autre tableau, qui est donc celui-ci, celui que j'ai utilisé pour faire ma première vidéo. Et donc, on a mis un peu plus de temps à comprendre ce que c'était, parce que ça renvoyait vers cette Let's Check Analysis que personne ne connaissait vraiment avant ma vidéo, enfin très peu de gens. Euh, D'ailleurs, petit truc, hein, j'ai eu un très haut placé à Chessbase et un top programmeur, donc vraiment le spécialiste de Chessbase, et qui m'a dit qu'il avait jamais pensé à utiliser Let's Check Analysis comme ça, quoi. Donc vraiment personne ne savait comment utiliser, pourquoi. Là, tous les top grands maîtres, ils font plus que ça depuis la sortie de ma vidéo. Bref, donc on tombe sur ce tableau et on commence à l'analyser. On vérifie évidemment toutes les données, donc enfin pas toutes, pour être franche, mais on passe la nuit à faire du Let's Check Analysis sur les données de Adgambitman 14. Vraiment, suivez-le. Si vous êtes intéressé par ça, c'est à lui qu'on doit tout. Et on commence à comprendre à quel point c'est compromettant. Et donc j'échange avec Adgambitman, donc il est anonyme, mais il m'a donné son nom, on a pu parler, donc je lui fais entièrement confiance. À un moment, je lui ai dit, mais comment c'est possible que tout le monde ne soit pas au courant? Et il m'a dit, bah, j'ai essayé. C'est-à-dire qu'il a déjà communiqué en privé à la FID, à la commission anti-triche de la FID, qui l'ont plus ou moins négligé. Bref, la FIDE soit n'a pas compris, soit n'a pas daigné y répondre, soit etc. Mais la FIDE était au courant et n'a pas réagi. Et il m'a dit qu'il a posté les résultats, donc ces deux tableaux de données sur Reddit le 11 septembre. Donc la partie Hans contre Magnus et donc l'affaire de triche, c'était 2-3 jours avant. Enfin, l'affaire des accusations de triche, à l'époque, c'était 2-3 jours avant. Et donc, sur Reddit, Gambitman poste ses résultats. Et donc, en fait, le monde entier aurait pu comprendre ce qui s'est passé dès le 11 septembre. Sauf qu'il s'est passé ce qui se passe parfois sur Reddit. Vu que c'était pas un redditeur connu, il s'est fait pourrir son poste, qui a fini modéré et passé aux oubliettes. Bref, supprimé de Reddit. Moi, je connais un peu ça parce que donc j'avais posté ma vidéo juste après l'avoir faite sur Reddit. Euh, Vu que je venais de la poster, enfin de la poster sur YouTube, j'étais la première à la poster sur Reddit et je me suis fait défoncer aussi. Bref, personne n'a vu le post avec plus de pouces vers le bas, enfin de pions vers le bas que de pions vers le haut. Voilà. Donc c'est un peu ce qui peut se passer sur Reddit parfois, visiblement. Et du coup, c'est pour ça que pendant 15 jours, en fait, on aurait pu avoir toutes ces infos il y a 15 jours. Mais donc, heureusement, avec mon ami, on tombe sur ces données, on les vérifie, on échange avec Gambitman, et on décide que je fasse une vidéo, évidemment avec l'accord de mon ami et de Gambitman, que je fasse une vidéo pour enfin communiquer sur ces résultats dont on avait compris l'importance évidemment. Et au milieu des habituels torrents d'insultes et autres trolls, les gens compétents ont eux aussi parfaitement saisi l'importance de ces résultats.
et notamment un plus de 2800, un ex plus de 2800 qui m'a contacté pour me donner ses résultats à lui. Donc ils sont là, il avait regardé beaucoup de ses parties, il avait trouvé une partie à 100%, une partie à 97%, quelques plus 85% et c'est tout. Alors depuis, il a trouvé une autre partie à 100%, mais ça lui fait 2 à 100%, une à 97% et sur l'ensemble de sa carrière. Donc on est très très loin des 10 parties à 100% et 23 parties à plus 90 obtenues par Hans Niemann en seulement 3 ans. Mon ami a aussi établi les résultats pour Arjun Erigaisi, donc un talent comparable à Hans Niemann, à ceci en termes de résultats et de progression, à ceci si près que lui n'a strictement rien de suspect. Et lui, il a obtenu une partie à 100, une partie à 93 sur la période 2021-2022 et aucune autre partie à plus 90. Donc des résultats totalement normaux pour un joueur de ce talent. Et d'ailleurs, le 100 n'a rien de suspect. Il a une explication très simple. C'est tout simplement qu'il était totalement gagnant dès le 10e coup de sa partie. C'est un piège d'ouverture qu'il a placé à son adversaire. Et après, le reste, c'est de la conversion. Donc, le 100 a une explication très simple, il était gagnant. On a aussi Hikaru Nakamura qui a regardé ma vidéo en faisant un stream en direct comme il en a l'habitude. Et après, il a vérifié les résultats obtenus par Gambitman que je dévoilais dans la vidéo et il s'est amusé. C'était marrant de le voir, tel un enfant à Noël en train de jouer avec son nouveau joujou. Donc là, le nouveau jouet, c'était Let's Check Analysis et il a vérifié plein de parties. Alors, il a réussi à trouver une partie à 100, il a analysé, je pense, une quinzaine de parties, il y en avait une à 100, et elle était issue du Gibraltar Masters, qui est pour lui son meilleur tournoi de sa vie. Et donc, effectivement, ça confirme l'analyse de Gambitman 14, donc là, vous voyez à quel point cette personne est un grand malade ou une grande malade. Gambitman a analysé les parties de tous les joueurs à plus de 2500 de ce Gibraltar Masters 2017. Et notamment, pour Nakamura, il arrive à une moyenne de 74%, ce qui est énorme. Pour rappel, Bobby Fischer, lors de sa série de 20 parties, avait une moyenne à 72. Là, 74, ça correspond à ce qu'on attend d'un joueur qui a eu 2800, qui joue le meilleur tournoi de sa vie. Donc bravo à Hikaru. Alors, il y a une petite différence, la partie que Hikaru a trouvée à 100, la Gambitman à l'époque l'avait trouvée à seulement 89, et donc la différence, comment elle s'explique? Quand n'importe qui va sur Chessbase et analyse une position avec un module connecté au cloud de Chessbase, Chessbase garde 3 traces, donc les 3 modules les plus récents ou ceux qui sont allés le plus en profondeur. Et le Let's Check Analysis est basé sur ces 3 traces qui sont dans le cloud de Chessbase. Donc si quelqu'un analyse plus en profondeur ou avec un nouveau module, on peut arriver à une Let's Check Analysis qui est légèrement différente. Alors ça va jamais rien changer de fondamental. Et donc là, par exemple, c'est passé de 89 à 100. Donc petite différence là-dessus, mais déjà c'est rare. Et puis ça change pas fondamentalement le truc. En tout cas, Nakamura a fait le tournoi de sa vie. Et on note que 74, c'était à la moyenne des 5 tournois. Enfin, c'était 73 pour être précise. Mais les 5 tournois suspects consécutif de Hans Niemann, lui, il jouait aussi bien pendant 5 tournois, pas pendant un tournoi. Donc voilà, ça c'était les réactions des meilleurs joueurs. Alors après, il y a eu aussi un petit truc quant à mes mathématiques. Donc j'avais fait un calcul justement basé sur le ROI de Kenneth Regan, donc l'expert anti-triche de la FIDE, et j'étais arrivé pour en annonçant que la probabilité d'obtenir ces 5 tournois d'après les chiffres de Kenneth Regan était de 1 sur 77 000 en gros. Et oui, c'est vrai, sauf que ce que j'ai pas pris en compte, c'est que c'était pas 6 tournois consécutifs pris au hasard, c'était pris parmi 50 tournois.
Donc ça change la proba, car après ça change pas fondamentalement le raisonnement du tout. Bon, je me suis pris là aussi un torrent d'insultes et de trolls. Bon, ça va, j'ai l'habitude. Et donc des gens qui disaient non mais c'est pareil, si tu fais 50 piles ou face, t'auras forcément, enfin t'auras très probablement 6 piles d'affilée ou 6 faces d'affilée. Non, c'est pas pareil. Alors je sais que je suis nul en maths, je suis la première à le reconnaître, je sais que je suis pas très intelligent de manière générale, mais je suis pas si nul et je suis pas si bête. Mais donc on a parlé de ça. Bon là j'explique que j'ai pas étudié les maths à proprement parler. Euh, Là dès qu'on m'a pointé mon erreur, je l'ai reconnue et j'ai posé la question. Et je me suis rendu compte qu'en fait personne n'avait vraiment la réponse. Donc j'ai posé la question plusieurs fois en taguant des pros des stats, des pros de l'informatique, des pros des maths, et personne n'avait vraiment la réponse. euh, Jusqu'à ce que je formule euh, le problème comme moi j'avais compris. Donc j'ai fait une comparaison avec le poker. Imaginez qu'on gagne 6 mains d'affilée, une main où on est à 5,71, une main où on est à 13,57, donc les mêmes chiffres. Et bref, on gagne 6 mains d'affilée. Euh, Ça reste hallucinant. Même si c'est une série issue de 50 mains, ça reste hallucinant. Mais bon, donc visiblement le problème était plus compliqué que ce que je pensais. Évidemment, mon erreur était de bonne foi, c'est pour ça que je l'ai reconnu tout de suite. Hein. Je voulais pas passer pour plus idiote que je ne le suis en faisant une erreur volontairement. C'était vraiment de bonne foi. Et bon, bref, est arrivé à la conclusion de quelqu'un que je vous recommande de suivre si vous aimez la théorie des ouvertures, Nikos Tirlis, qui a expliqué, enfin qui a donné une formule et on arrive à non pas une proba de 1 sur 77 000, mais en gros 1 sur 1700. Donc ça reste quelque chose de rare et que Kenneth Reagan aurait dû prendre en compte vu qu'il s'agissait du joueur le plus suspect au monde, quoi. En parlant de Kenneth Reagan, j'avais proposé dès le samedi soir, donc avant la vidéo, une méthode très simple pour battre son algorithme. Donc en précisant bien que j'étais pas certaine parce que je suis pas mathématicienne, mais en gros si on suppose un joueur qui vaut 2500 sans tricher et qui vaut 2700 en trichant, si simplement il tire à pile ou face avant une partie, s'il va tricher ou pas, son niveau suivra une distribution normale, centrée en 2600 Elo, et l'algorithme de Reagan considérera que ces tournois sont normaux parce qu'ils suivent la distribution attendue. Donc j'étais pas certaine de moi, ça me paraissait un peu trop simple et trop beau pour être vrai, mais Kenneth Reagan a répondu, et puis a priori il n'a pas trouvé de faille en disant qu'il n'allait pas argumenter contre, qu'il allait au contraire amplifier ce thread, et que il disait qu'il était en train de travailler sur quelque chose de mieux. Alors je ne veux pas du tout critiquer le travail de Kenneth Reagan, hein, qui est vraiment le pionnier de la détection anti-triche grâce aux méthodes statistiques, mais juste son algorithme, comme les forts joueurs le savaient, pouvait être battu, même bon, aussi simplement qu'avec une pièce, mais évidemment de manière plus sophistiquée si on ne veut pas se faire non plus choper par d'autres moyens. En parlant des autres moyens, donc PGN Spy, on en a parlé, donc il y avait des choses bizarres, mais euh, rien de trop. Toutes les analyses basées sur uniquement les centipions, donc tous les trucs que vous pouvez faire vous-même avec Lichess, par exemple, ou Chesscom, c'est pareil, ça donnait des trucs où c'était comparable à n'importe quel très fort joueur. Euh, et donc pourquoi? Tout simplement parce que si Hans a vraiment triché, c'est un tricheur malin. Et donc un tricheur malin, il peut battre les outils qu'il connaît et qu'il cherche à battre. Mais le let's check analysis, toute la force de cette analyse, c'est pas forcément qu'elle est si spéciale, c'est qu'elle n'était pas connue du tout. Aucun grand maître à qui j'ai parlé depuis la vidéo, et il y en a beaucoup, aucun ne connaissait. Ouais, pareil, ça fait 25 ans que je fais des échecs, à peu près autant, un tout petit peu moins j'utilise ChessBase, j'avais jamais entendu parler. Euh, le haut programmeur à ChessBase n'avait jamais pensé à utiliser cet outil pour cette fonction. Donc voilà pourquoi
on a pu trouver ces résultats, c'est simplement que Hans ne savait pas qu'il fallait battre aussi la Shake Analysis, en plus des autres outils. Depuis la publication de ma vidéo, mais a priori sans aucun lien, le champion du monde Magnus Carlsen a communiqué, accusant cette fois-ci non plus à demi-mot, mais directement Hans Niemann d'avoir triché. Alors c'est l'occasion de faire un premier bilan de toute cette affaire, et moi je voudrais remercier Magnus Carlsen. Il a pris une décision très controversée, il s'est fait insulter par la moitié au moins de la planète échiquienne, mais s'il n'avait pas eu le courage de prendre cette décision, donc d'arrêter le tournoi de la Sinquefield Cup, puis d'abandonner contre Hans Niemann sur Chess 24 après un coup, le dossier n'aurait pas été sur la table et on n'en serait pas là. Il faut évidemment remercier le vrai héros de cette histoire, donc Gambitman 14, qui a effectué vraiment un travail de fourmi méticuleux, quotidien, et sans la compilation de ces données, on n'en serait pas là aujourd'hui. Il faut évidemment reconnaître la chance qu'on a eue, que mon ami tombe sur ces données par hasard, et que elle et moi sommes deux joueuses françaises suffisamment geek et nerd pour s'amuser à passer un samedi soir à vérifier ces données, à en saisir l'importance, et qu'il se trouve que par hasard j'ai une chaîne YouTube et que j'ai pu communiquer dessus de manière à ce que le monde échiquien soit au courant et puisse vérifier les données. J'espère vraiment que son travail sera reconnu par la FIDE, qui pourrait peut-être envisager de lui donner un poste. Visiblement, il a l'air de s'y connaître plus que certains ou certaines en place. J'espère que les grands sites Chess24, Lichess, Chess.com vont travailler encore plus qu'actuellement de concert avec la FIDE pour partager leur savoir-faire. On peut peut-être rêver d'un algorithme open source pour que tout le monde puisse l'utiliser. Et on en vient à la question de comment tricher. Alors moi, j'avais aucune idée, mais il y a un grand maître à Snirat Narayan qui a tweeté un lien vers une archive d'un site qui est tombé, mais dont l'archive réside, Talisman 0. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça vend pour 6000 $. Une méthode de triche indétectable aux métaux, 3300 Elo, sans fil, vibration par les os, etc. Indétectable. Alors, c'est peut-être simplement un scam, hein, ça se trouve, vous envoyez ces 1000 $ et vous ne les revoyez pas et vous n'avez pas de méthode de triche, mais ça a l'air tout à fait crédible. Donc, il y a vraiment un énorme travail à faire et on en vient aux conséquences aussi pour Hans Niemann. Là, il doit jouer dans quelques jours le championnat des États-Unis. Pour l'instant, il n'y a donc aucune preuve parce que toutes les analyses compilées par Gambitman 14 ne constituent pas une preuve mathématique. Donc, à la place des ordinateurs, qu'est-ce qu'ils vont faire? Alors, peut-être un dernier mot sur lui. S'il a vraiment triché, ce que maintenant tout le monde croit, enfin, l'impression en tout cas que tout le monde croit, il doit se sentir très mal. Faut rappeler que la triche, c'est pas un crime. Alors, c'est ce qu'il y a de pire dans le jeu d'échecs, mais c'est pas un crime. Ça reste une jeune personne qui, du coup, n'a pas commis de crime, donc qui mérite compassion, pardon et, et empathie. Alors peut-être qu'il va reconnaître ou pas. Ça sera intéressant de voir quelle sera sa réaction. C'est possible qu'il attende des procès. Enfin, tout est possible. Je ne ferai pas de pari là-dessus. J'espère juste qu'il n'y aura pas de bêtises supplémentaires commises. Et puis, on verra. Très curieuse de savoir ce qui va annoncer ou pas, ce que vont annoncer les ordinateurs ou pas, et de ce qui va se passer ces prochains jours dans le monde échiquier. Pour moi, je vous avoue que j'ai grandement besoin de repos. Ce sera ma dernière vidéo avant quelques temps sur ce sujet en tout cas. Peut-être écrire un article, mais rien de plus. Là, j'ai besoin de me déconnecter. J'ai le cerveau en ébullition. Voilà, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Ciao.